l'affirmerai en posant des questions simples. Avant l'accord diplomatique et politique négocié avec une grande attention par les États-Unis sous l'administration du président Donald Trump, quel que soit le nom spécifique ou la désignation officielle qu'on veuille précisément lui attribuer ou lui donner, quelles propositions concrètes et quelles initiatives significatives ont été avancées ou mises en œuvre par les autres administrations précédentes, que ce soit sur le territoire des États-Unis, dans les pays d'Europe ou dans d'autres régions du monde entier, afin de résoudre des problèmes similaires ou d'atteindre des objectifs comparables. Qu'est-ce que c'est? Je veux dire, nous pourrions parler de quelque chose. Parlons-en avant d'en venir à l'administration Trump, qui a effectivement négocié cet accord. Vous êtes journaliste, vous suivez différents événements et l'actualité, etc. Vous replacez les choses dans leur contexte historique et ainsi de suite. Pour moi, c'est un très, très long et significatif parcours. Nous avons voyagé avec beaucoup de tous les Rwandais et dans une certaine mesure avec le reste du monde entier qui a été d'une manière ou d'une autre étroitement lié à notre cher pays, le Rwanda. Pour moi, à titre personnel et profondément intime, cela a été un parcours véritablement très difficile, semé d'embûches et de défis considérables, mais malgré tout, un parcours foncièrement agréable et enrichissant, en partant du principe fondamental que c'est incontestablement la meilleure chose que l'on puisse faire, la plus noble et la plus essentielle, que de faire partie intégrante des nombreuses et longues années de lutte acharnée et de dévouement sans faille pour remettre les choses en ordre dans un état de parfaite harmonie et de justice pour notre cher pays, pour notre peuple bien-aimé et pour nous tous ensemble, unis et solidaires dans cette quête commune de bien-être et de prospérité durable. Donc, 31 ans, ce n'est pas vraiment une très longue période de temps, mais selon ce qui s'est réellement passé et les événements qui se sont déroulés pendant ces 31 années, on peut tout à fait décider de le voir différemment. On peut même le percevoir comme quelque chose qui s'étend presque sur une durée équivalente à 100 ans, voire plus. Mais dans d'autres cas, on peut être tout à fait réaliste et dire que c'est en fait une période de 31 ans. Et 31 ans, ce n'est pas très long du tout, compte tenu du monde complexe et en constante évolution dans lequel nous vivons actuellement. Aucun. Je pense que certaines personnes vivent dans des situations pires que la nôtre, où ils sont depuis encore plus longtemps que les années où nous y avons été. Mais de toute façon, je m'inquiète davantage de ma propre situation parce que c'est là que je peux apporter une contribution. Pour le reste du monde, ces questions échappent à notre contrôle, du moins pour certains d'entre nous. Donc, sur ce, vous êtes le bienvenu. Vous pouvez me confier tout ce que vous voulez. Je le prends et nous pourrons avoir une bonne conversation. Merci, Votre Excellence. Nous essaierons de rendre cet après-midi un peu plus agréable pour vous. Passons au segment de dialogue. J'inviterai chaque représentant des médias à tour de rôle. Veuillez indiquer votre nom et le média que vous représentez avant de poser votre question. Nous pouvons avoir des micros. N'importe qui? D'accord. Levez simplement la main et ils vous apporteront un microphone. Merci. Bonne fête de la Libération, Votre Excellence. Merci. Et merci de nous donner l'opportunité de nous décharger. Oui. Il y a eu un accord de paix signé aux États-Unis il n'y a pas longtemps, Votre Excellence, et nous parlons d'un éventuel accord à Washington qui est à venir. Mais je vais vous ramener au moment où l'accord de paix a été signé entre le Rwanda et la RDC.
Immédiatement après la signature de cet accord de paix, le président Trump des États-Unis a déclaré qu'il avait obtenu un accord sur les minerais pour les États-Unis. Peu de temps après, l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, a rejeté sur les réseaux sociaux l'aspect accord de paix et a qualifié ce qui avait été signé d'accord commercial. Certaines personnes pensent que l'administration Trump ne comprend pas très bien la situation dans l'Est de la RDC. Quel est votre commentaire à ce sujet? Et que répondez-vous à ceux qui qualifient l'approche de Trump d'exploitante en comparaison avec l'administration Biden? C'est la question Excellence. Je m'appelle Jackie Lumassi. Je présente The Real Talk sur RTV. Eh bien, pour commencer, je commencerai par poser des questions simples et fondamentales afin de bien comprendre la situation actuelle. Avant l'accord diplomatique et politique négocié par les États-Unis, spécifiquement sous l'administration du président Donald Trump, un accord qui a suscité de nombreuses discussions et interprétations diverses, et quel que soit le nom ou la désignation spécifique que vous souhaitez personnellement lui attribuer ou que l'on a pu lui donner dans les médias et les cercles politiques, quelle a été la nature des propositions et des initiatives concrètes avancées par les autres administrations précédentes, que ce soit celle des États-Unis, celle des pays d'Europe ou celle d'autres régions du monde, en réponse à des défis similaires ou dans des contextes géopolitiques comparables. Qu'est-ce que c'est? Je veux dire, nous pourrions parler de quelque chose. Parlons-en avant d'aborder l'administration Trump et l'accord négocié. Vous êtes journaliste, vous suivez différents événements et actualités, etc. Vous replacez les choses dans leur contexte, dans l'histoire, et ainsi de suite. Faites une référence, ou même si vous ne le faites pas maintenant avec moi, mais dans votre esprit, essayez de vous souvenir d'autres accords internationaux qui ont été négociés par qui que ce soit et qui auraient pu être convenables et appropriés pour traiter le problème complexe en République démocratique du Congo, mais qui ont peut-être échoué pour telle ou telle raison spécifique et identifiable. Et vous pouvez attribuer la faute à qui vous voulez. Donc, ma question est, où est-ce que cela se trouve? Donc, s'il n'y en a pas, peut-être que nous pourrons même entrer dans plus de détails plus tard, si cela était nécessaire. L'administration Trump est arrivée et est en place. Tout d'abord, je les remercie d'avoir au moins prêté attention au problème. Ils auraient pu ignorer ce problème comme beaucoup l'ont fait et simplement se concentrer sur ce qui se passe au Moyen-Orient, en Ukraine, en Russie, en Iran. Et dans l'esprit de la plupart des gens, ces sujets sont considérablement plus importants que d'avoir à s'occuper de ce problème africain qui est souvent perçu comme lointain et complexe. Cela, oui, cela ne devrait importer à personne, comme nous l'avons vu par le passé. Donc, mais ils ont pris le relais. Maintenant, je vais essayer de résumer ce que, selon moi, est cet accord et comment il a vu le jour. Une fois qu'ils ont clairement décidé de s'occuper de cette question importante, il y a vraiment trois piliers fondamentaux sur lesquels cela repose. L'un est économique, si vous voulez, et c'est un point important à considérer. L'autre est la sécurité. Le troisième est politique. Et je pense que ces trois aspects sont tellement liés qu'on ne peut pas traiter l'un en ignorant les autres, car les trois font partie du problème. En fait, ils constituent la principale partie, les principales composantes du problème. Maintenant, les gens ont tendance à se concentrer davantage sur l'économie, pour une raison. Je pense que certains des acteurs de la région étaient préoccupés par le problème. Ils avaient en tête de tirer parti de ces ressources parce qu'ils pensent que ces ressources sont très attractives.
Donc, ils agiraient un peu comme en lançant un appât et diraient « Je vais vous donner ceci, je vais vous donner cela, monsieur. Vous contrôlerez ceci, etc. » dont tout le monde, vous savez, dans le monde a besoin et peut-être, donc je vais vous le donner. Mais ceux qui lancent l'appât à ceux qui pourraient potentiellement aider à résoudre le problème ne cherchaient en réalité pas du tout une solution durable et pérenne à leurs problèmes ou à ceux qui nous affectent de manière significative dans la région. Ils voulaient simplement avoir un avantage sur leurs adversaires et donner à, vous savez, des gens pour dire « Nous allons vous donner ceci. S'il vous plaît, aidez-nous à gérer le M23 et FCM23 ou le Rwanda tel qu'il est perçu ou nos ennemis. » Et alors, les gens seraient simplement attirés par cela, le prendraient et aborderaient le problème de la manière dont le gouvernement du Congo le voyait. Non, mais l'administration Trump continuait à considérer une combinaison de ces trois aspects qui devaient être traités, le politique, la sécurité et l'économique. Alors l'argent, vous voulez un accord, vous voulez de l'argent, vous voulez des minéraux, vous voulez si, allez-y, prenez-le, mais... Et sauvez-nous de ces fauteurs de troubles, même si cela ne résout pas le problème selon la façon dont ils le perçoivent. Donc je suis sûr que c'est ce qui continue d'influencer et peut-être influencera la mise en œuvre, parce que ce que les gens avaient en tête n'est pas nécessairement ce qu'ils obtiennent à 100%. Mais pour résoudre un problème comme celui-ci, il faut faire des compromis. On n'obtient pas 100% de ce qu'on veut parce qu'il y a de nombreuses parties concernées par le problème. Chacun obtient peut-être une partie de ce qu'il voulait, un autre obtient une partie de ce qu'il voulait, et ensemble, cela aboutit à la stabilité. Donc, pour moi, je pense qu'il y a une chance que nous puissions avancer avec cela. Et pourquoi poser la question précédente? L'autre question sur la gestion antérieure, les différentes administrations qui ont traité cette affaire, c'est que en réalité, il y avait moins de soucis de la façon de gérer ce problème qu'il n'y en a aujourd'hui. Parce que pour eux, c'est juste, oh, le M23, et blablabla, et sanctionner ceci, et le Rwanda, blablabla, et c'est tout. Mais comment gérez-vous des choses comme ça? Et vous attendez-vous à, je ne pense même pas qu'ils aient tiré des leçons de l'histoire. En fait, ce sont les mêmes personnes qui ont échoué à l'époque et qui sont maintenant là parce qu'on parle à beaucoup d'entre eux. C'est comme, oui, mais que pensez-vous de cette histoire avec Trump? Vous savez, nous, oui, vous savez, on voit, mais... Et c'est comme s'ils ne cachaient même pas le fait qu'ils sont déçus parce qu'ils ne sont pas au centre de tout ça. C'est comme, qu'est-ce qu'on a? Pour nous, qu'est-ce qu'on a? De quoi a-t-on besoin? Et tu leur dis, mais ça ne me regarde pas. Vous étiez là toutes ces années à ne rien faire, sauf faire les mauvais choix. Parce que j'ai demandé à certains d'entre eux, quand vous vous êtes vraiment investis à fond et que vous vouliez, ou que vous sanctionniez le Rwanda, sanctionniez le M23, que vous faisiez l'éloge de l'autre camp, puis que vous restiez vague sur le FDDRR et vous savez qu'est-ce que vous pensiez vraiment faire qui allait résoudre le problème? D'accord. Donc, alors, pourquoi me poser la moindre question? Vous auriez dû me demander à ce moment-là. Vous l'avez fait, je vous ai expliqué, vous ne m'avez pas écouté. Vous avez décidé de faire les choses à votre manière parce que vous pensiez... Et en fait, je ne cesse pas non plus de leur rappeler qu'en réalité, ils font partie du problème.
la principale partie du problème de cette situation actuelle au Congo est en réalité fondamentalement externe, provenant de facteurs extérieurs. Regardez la présence de l'Organisation des Nations Unies au Congo. Depuis combien de longues années est-il là maintenant? 40 ans déjà. Et je continue à demander aux gens, vous avez commencé il y a longtemps et avez décidé de créer cette mission. Vous l'avez fait. Mais cela fait quelques décennies que c'est là. On ne fait jamais le point sur ce qu'on a accompli, sur ce qu'on fait là. Mais tu continues à courir avec la machine, tu continues à avancer. Deuxièmement, en lien avec cela, si vous regardez, vous avez entendu parler de quelque chose appelé le groupe d'experts qui raconte ce qui se passe sur le terrain, qui sont censés guider certaines des actions et ainsi de suite. L'expertise qu'ils fournissent, les rapports qu'ils rédigent, n'ont en réalité rien à voir avec la situation elle-même. Ces rapports ont été écrits il y a longtemps, il y a bien longtemps, lorsqu'on leur a confié la mission. Donc, ils viennent simplement s'assurer que tout est conforme à ce qui a été défini à l'origine. C'est pourquoi vous constatez toujours que ce sont tous les autres qui sont coupables dans cette situation, sauf les véritables auteurs. Vous ne verrez jamais qu'ils écrivent quoi que ce soit de complet sur le FDRRR. Vous ne verrez jamais qu'ils écrivent quoi que ce soit de complet sur la façon dont les institutions gouvernementales sont liées au FDRRR dans la diffusion de l'idéologie, de la haine, de l'idéologie génocidaire, des choses qui se font en plein jour, sous les yeux de tous. Alors on se demande comment des experts peuvent ne pas voir cela. Mais dans tous les rapports, 75% des responsabilités sont attribuées à la FCM 23 et au Rwanda. Et l'affaire est verrouillée parce qu'il y a le M23 soutenu par le Rwanda. Vous me direz dans vos recherches si vous avez déjà vu quelque part que la RDC soutenait le FDRRR. Jamais vous ne verrez cela. Donc le récit est déjà écrit. Ils viennent juste ici pour s'assurer que les choses sont correctement ajustées afin de correspondre précisément à ce qu'ils veulent vraiment. Ils parlent des minéraux comme étant véritablement au centre de tout le problème fondamental. D'ailleurs, ils devraient aussi se blâmer eux-mêmes, parce que si vous mettez en avant les minéraux encore, et qu'ensuite vous reprochez à quelqu'un de dire « oui, nous avons un accord sur les minéraux, mais autour de cela, nous voulons résoudre un problème », parce que ce sont eux qui ont mis en avant les minéraux en premier lieu. Alors, comment peuvent-ils reprocher à l'administration Trump de dire « nous avons conclu un gros accord sur les minéraux » ? Oui, mais c'est vous qui avez fait des minéraux le sujet central. Vous, les gens qui blâment tout le monde, y compris l'administration Trump. Mais la façon dont ils utilisent de cela, c'est comme si le Rwanda, en RDC, faisait n'importe quoi, soutenait le M23, ou même que l'existence du M23, selon eux, était liée aux minéraux. Alors ils continuent à jouer, voire à exagérer ce récit. Au final, cela nuit à la recherche d'une solution au problème. Maintenant, ça devient vraiment c'est comme si des incendiaires étaient à la fois le juge et le procureur des gens accusés d'avoir incendié la maison. Ceux-là même qui ont brûlé la maison sont ceux qui se retrouvent à juger, à poursuivre et tout le reste. C'est ce qui s'est passé. Donc certaines personnes simplifient trop cette question, mais et ne s'arrêtent qu'à la surface.
Il s'agit de blâmer l'FCM 23, le Rwanda, blablabla, l'ancien président de la RDC, comme tu l'as mentionné. Au fait, sais-tu que peut-être, je ne sais pas pourquoi tu ne devrais jamais oublier les choses par convenance. Tu sais comment l'actuel président est devenu président? On l'a simplement appelé au bureau et cet homme pensait faire une bonne affaire et lui a remis le pouvoir. Sais-tu aussi qu'en réalité, il y avait des témoins, des chefs d'État? Le savais-tu? L'un d'eux était l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta. Un autre était le président de l'Égypte, Sisi, et un autre encore, le président Ramaphosa d'Afrique du Sud. Tu peux aller les voir et leur poser cette question essentielle et importante. Donc toute cette histoire, tu vois, non, j'aimerais vraiment qu'ils puissent en fait intervenir, se manifester et dire « Hey, attendez une minute, au fait, nous connaissons cette histoire. » L'histoire. Et l'autre chose, c'est que tu sais aussi que le Rwanda est accusé de 23, AFC 23, Est du Congo, etc. Très bien, vous pouvez nous reprocher d'avoir fait tout ce que nous pouvions pour que le FDR ne cause pas de problème au Rwanda et de nous en prendre à ceux qui le soutenaient. Mais vous ne pouvez pas nous reprocher le véritable début de ce conflit, car absolument tout le monde sait parfaitement d'où et de qui ce conflit est réellement parti, et cela n'a absolument rien à voir avec nous en aucune manière. Ce 23, je l'ai déjà dit, vient de l'Ouganda. Ils ne viennent pas d'ici. Pourquoi n'en a-t-on pas fait un problème de l'Ouganda? Est-ce que ces choses dont je parle sont nouvelles pour vous? Vous ne les connaissez pas? Mais l'histoire sort aujourd'hui. C'est tous les jours. Rwandam 23. Mais vous devriez également dire aux gens comment cela est devenu le problème du Rwanda. Notre problème est simple. Double. F. Derrière, cela a été un problème dans le passé. C'est un problème maintenant. Ce sera un problème dans le futur si cela continue d'exister, de menacer. Il n'y a aucun moyen. Comme j'ai déjà dit, nous n'avons besoin de la permission de personne pour protéger notre pays. Cela n'a pas d'importance. Alors, celui-là mis de côté. L'autre c'est ce Congo qui déracine son propre peuple de ses terres ancestrales et d'où qu'ils viennent. Et le Rwanda n'a rien à voir avec la façon dont les personnes d'origine rwandaise parlant Kinyarwanda sont allées au Congo. Rien. Nous ne pouvons pas être tenus responsables de cela, mais ils tuent des gens, des innocents en plein jour sans aucune pitié. Ils les déplacent de chez eux et en font des réfugiés ici. Vous savez combien de milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de personnes originaires de là, sont réfugiées ici. Donc, le fait que nous accueillons ces personnes, le fait que nous disions que nous ne pouvons pas accepter une erreur fédérale, est-ce un problème? Est-ce que le Rwanda devrait être blâmé pour cela? Est-ce un problème si compliqué que des groupes d'experts ne peuvent pas le voir? Je vous ai donc donné une explication très large à la question très simple que vous avez posée. Toute solution qui ne met pas ces questions importantes qui doivent l'être ne fera que perpétuer les problèmes entre le Rwanda, la RDC, toute la région et tout le reste, indéfiniment. Mais la question est simple. Si vous ne jouez pas à des jeux, si vous ne
laisser l'idéologie du génocide prendre le dessus sur la région et alors les choses pourront être réglées. Donc, pour ma part, je suis vraiment reconnaissant envers la décision importante du président Trump. Et d'ailleurs, même si ça ne marche pas, je ne pense pas que ce soit eux qu'il faille. Ce ne sont pas eux qui sont à blâmer, car en fin de compte, ce ne sont pas eux qui mettent en œuvre ce que nous avons convenu. Ils ont simplement rassemblé des personnes directement concernées par ce problème spécifique et ils ont introduit une nouvelle façon d'aborder ce problème complexe, ce qui n'a pas été proposé par d'autres. Et donc ici, c'est notre travail, c'est à nous, dans la région, de mettre cela en œuvre. À la RDC ou au Rwanda, de remplir leur part du... Mais bien sûr, cela aide si l'administration des États-Unis reste proche pour assurer le suivi. Et dit aux gens, vous aviez dit que vous feriez cela, qu'est-il arrivé? Ils ont une certaine influence sur la question. Je pense que je l'ai fait de manière assez large pour anticiper d'autres questions à venir. Oui, d'accord, merci. Donc, nous pourrions avoir la lumière, puis nous viendrons de ce côté. Merci beaucoup d'avoir donné cette opportunité de m'exprimer. Oui, absolument, je voudrais ajouter quelques points importants et des précisions supplémentaires à ce qui a déjà été dit, car je pense que cela pourrait apporter une perspective plus complète et enrichir notre discussion actuelle. Il est crucial de bien comprendre tous les aspects de cette situation pour prendre des décisions éclairées et avancer de manière constructive. Mais je reviens à votre question. Qui? Au fait, l'accord que nous avons conclu à Washington, D.C. ne se tient pas isolément. Celui-là concernait principalement le Rwanda et la RDC. Tout aussi important est un autre accord en cours qui concerne les groupes internes du Congo, l'AFCEM 23 et le gouvernement, et peut être l'Iran-Ouest qui seront impliqués. Cela est en cours de discussion et de négociation. Et par le Qatar, l'État du Qatar. Vous vous souvenez de l'histoire? Lorsque nous nous sommes rencontrés, j'ai rencontré le président Sekedi au Qatar, à Doha, et cela vient de là. Donc ce sont vraiment les deux faces d'une même pièce. Donc des questions internes, voilà. Et la raison était d'éviter la confusion qui s'était installée au fil des années et que personne n'abordait. Le Congo essayait toujours de faire passer ce problème comme étant uniquement un problème entre le Rwanda et la RDC. Mais il y a un aspect bien plus important qui relève du problème de la RDC et qui n'a rien à voir avec le reste du monde. C'est pourquoi, en fait, cet effort du Qatar, nous le considérons dans son ensemble entre l'AFCEM 23 et la RDC, à mon avis, et peut être même au-delà, parce que là, il s'agit maintenant de l'aspect politique. J'ai parlé de trois choses, politique, économique et sécuritaire. Donc, l'aspect politique est en réalité principalement interne, afin que ces problèmes ne continuent pas de se reproduire. C'est là que l'on refuse la citoyenneté à certaines personnes, ou comme de l'autre côté, Ted, on remet le pouvoir à quelqu'un et il s'en empare, et plus tard, la dernière fois, nous avons eu des élections, soi-disant, mais en réalité, il n'y a pas vraiment eu d'élections. C'était qu'une continuation de ce qui avait été remis à cet homme et il continue simplement à en profiter. Mais ça, c'est une autre histoire.
Donc, et ce que tu viens de mentionner me le rappelle. Comme je l'ai dit, nous avons trouvé un accord à Washington DC, mais c'est pas à Washington de le mettre en œuvre. Ce sont ceux qui concluent l'accord là-bas qui doivent réellement mettre en œuvre ce sur quoi ils se sont entendus. Et nous avons également constaté, tout au long de l'histoire de cette affaire, que les gens n'agissent pas forcément selon ce sur quoi ils se sont mis d'accord. C'est une leçon que nous avons apprise au fil des années. Donc, si le FDR n'est pas traité et que nous avons défini la manière de le faire dans l'accord, cela signifie alors que le FDR continue d'exister. Et le problème continue d'exister. Et le Rwanda fera toujours ce qu'il doit faire tant que le FDR sera le long de notre frontière. Il n'y a pas de baguette magique ici que quiconque pourrait utiliser. Il faut simplement faire ce qu'il convient de faire pour traiter la question. Donc, pour nous, nous avons cette obligation et nous avons exposé notre position. Et à partir de là, nous avons accepté de faire un certain nombre de choses pour régler le problème et de le faire ensemble avec d'autres. Et nous le ferons. Vous ne trouverez jamais le Rwanda en défaut dans la mise en œuvre de ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord. Jamais. Mais si nous décidons de travailler avec des gens qui jouent des tours et nous ramènent au problème, alors nous traiterons le problème comme nous l'avons toujours fait. Il n'y a pas deux façons de faire, mais nous sommes sérieux, nous sommes honnêtes. Nous avons hâte de mettre en œuvre ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord et d'éliminer le problème. Merci. Puisque Maurice a un micro, quel est le prochain point à l'ordre du jour? Parce que c'était un endroit où Publica devait se retirer. Dans un souvenir, c'est encore toi. Tu es un BM qui va gagner ton Makuru. Je tiens sincèrement à vous exprimer ma profonde gratitude pour le temps précieux que vous avez bien voulu m'accorder. Je vous remercie infiniment pour votre disponibilité, votre écoute attentive. Le gouvernement a fait preuve d'une prudence exemplaire et d'une grande circonspection dans toutes ses décisions. Ils ont été extrêmement prudents et méticuleux dans l'approche de cette situation complexe et délicate, en prenant toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité et le bien-être de tous. Je suis véritablement et profondément heureux de pouvoir m'adresser à vous tous aujourd'hui en cette occasion si spéciale et significative et de partager ce moment privilégié avec chacun d'entre vous. Je voudrais sincèrement vous exprimer ma plus profonde gratitude et vous remercier très chaleureusement pour le temps précieux et inestimable que vous m'avez si aimablement accordé aujourd'hui. J'ai été très sincèrement et profondément heureux de pouvoir enfin voir le peuple rwandais. J'ai été très sincèrement et profondément heureux de pouvoir enfin voir le peuple rwandais. J'ai été très sincèrement et profondément heureux de pouvoir enfin voir le peuple rwandais. On m'a dit que j'allais devenir prêtre dans les prochaines années, une perspective qui m'a été présentée. J'allais devenir prêtre dans les prochaines années, mais malheureusement, je n'ai pas pu aller à l'église. J'allais devenir évêque au Rwanda. J'ai été très heureux de pouvoir lui parler, de partager mes pensées. J'ai pu, en effet, aller à l'aéroport principal et j'ai pu, sans aucun doute, aller à l'aéroport international. J'ai pu, de ce fait, aller à l'aéroport principal et j'ai pu, avec certitude, aller à l'aéroport international. Merci, monsieur. Monsieur le Président,
Je m'appelle Lionel Ditabiri. Je travaille pour la Pan-African Review. Puisque nous parlons du Congo, en 2012, lors de l'Umushikirano, vous avez prononcé un discours dans lequel vous critiquez les pays puissants, principalement les puissances occidentales, pour avoir fait du Rwanda un bouc émissaire, imposer des sanctions dans le but de remodeler notre région selon leurs désirs. Vous avez même mentionné qu'ils étaient considérés comme des moutons à être. Vous avez incité les Rwandais à devenir autonomes. Vous avez utilisé un terme qui, je pense, a une signification plus profonde, et pour faire en sorte qu'ils ne soient plus jamais tenus responsables des crimes commis par d'autres. Ma question est donc la suivante. Plus de 10 ans plus tard, dans quelle mesure le Rwanda s'est-il rapproché de l'autonomie que vous aviez envisagée? Oui, pour le Rwanda, je peux rendre compte de tout ce que vous me demandez d'expliquer. Ce dont je ne peux pas rendre compte, c'est de ce que les autres ont fait. Parce que il y a 13 ans, et ce que j'ai dit à l'époque, le Rwanda n'a cessé d'évoluer. Mais ces pays puissants et la façon dont ils nous perçoivent ou perçoivent d'autres Africains, cela n'a vraiment pas changé. C'est la même histoire. Et c'est justement ce dont je viens de parler. Ils ne s'en soucient toujours pas. Non seulement ils ne s'en soucient pas, mais ils veulent en fait vous empêcher de prendre soin de vous-même. C'est ça le plus gros problème. Mais pour le Rwanda, les progrès que vous avez accomplis et surtout le fait de prendre soin de nous-mêmes, je veux dire, l'histoire parle d'elle-même. Savez-vous d'ailleurs qu'avec l'Est du Congo, cette région riche et stratégique, juste avant la chute tragique et dévastatrice de Goma et de Bukavu, ainsi que d'autres régions importantes, ce qui avait été précisément rassemblé et mis en place par le gouvernement et ceux qu'ils appelaient leurs alliés. Dernières actualités, ici même sur World News French.